En France, dans les années 60, les personnes vivant dans les bidonvilles avaient du travail. Mais ils passaient d'un travail à un autre, et quand ils ne travaillaient pas, ils ne recevaient pas d'allocation familiale. Ce n'est qu'en 1978 que celles-ci ne sont plus dépendantes du travail. Déjà, dans la cité de promotion familiale, à Noisy-le-Grand, un atelier pour les femmes leur permet d'avoir du travail. Dans les années 80, la situation économique a radicalement changé. Les temps de chômage sont de plus en plus longs, jusqu'au moment où les gens ne trouvent plus du tout de travail. C'est alors que le père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, lance une grande campagne pour faire reconnaître les personnes en situation de pauvreté comme des travailleurs, même s'ils n'ont pas un travail reconnu de salarié. ATD Quart Monde expérimente qu'il faut lier la production et la formation. En 2000, les projets Travailler et apprendre ensemble sont lancés. Il s'agit de mettre ensemble des personnes qui ont beaucoup de potentiel avec d'autres qui en ont beaucoup moins, avec la volonté de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. Des familles très pauvres sont depuis longtemps, on peut dire depuis toujours, dans le traitement des déchets et des ordures. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en concurrence avec des entreprises modernes qui ont des moyens technologiques que n'ont pas du tout ces personnes qui travaillent seulement avec leurs mains. Un deuxième axe, c'est de mettre en réseau nos projets, travailler et apprendre ensemble. En tirer des leçons, à la fois pour ces projets-là, mais aussi dans l'esprit d'expérimenter avec toujours cette question, est-ce que les plus pauvres vont en bénéficier ? Vont être partenaires du projet. Ça peut être aussi des activités génératrices de revenus. Et enfin, un dernier axe, évidemment, c'est tout un dialogue avec les acteurs du monde économique. Bon, à la fois le monde de l'entreprise, à la fois les grandes institutions internationales, et puis également les universités. Le projet MMM à Madagascar, il a 12 ans. C'est un projet qui est vraiment né d'ateliers de partage du savoir, de broderie, de tissage, entre des habitants parmi les plus pauvres d'un quartier pauvre qui s'appelle Antomading dans la capitale de Madagascar. Ils se demandent à un moment donné, mais est-ce qu'on peut pas gagner notre vie avec ça ? Et on développe un projet de centre de formation-production. On a interviewé tous les artisans qui sont passés dans MMM. Ça a changé leur vie parce qu'il y a un revenu régulier qui rentre, parce que les personnes autour d'elles les ont vues autrement, parce qu'on a pu se soigner. Certains disent que c'est à partir de ce moment-là que leurs enfants ont été régulièrement à l'école. Mais il y a la question de est-ce que ce changement est durable ? Oui, il y a des personnes qui ont trouvé des emplois salariés dans des usines, un travail très dur, mais un travail qui leur permet de faire vivre leur famille. D'autres personnes ont, dans le travail informel, réussissent à avoir une activité suffisamment régulière pour pouvoir faire vivre leur famille. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à réutiliser dans leur vie au quotidien ce qu'ils avaient appris avec MMM. Il y a des jours où on gagne de l'argent, puis il y a des jours où on n'en gagne pas. Et il y a des moments où la vie s'arrête parce qu'on n'ose plus sortir de chez soi, parce que le propriétaire risque de passer et de mettre toutes vos affaires dehors et vous n'avez plus de logement. La vie s'arrête parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir se nourrir le midi et on n'envoie plus ses enfants à l'école.
On a interviewé toutes les personnes qui ont participé au projet. C'est pas simplement les dirigeants du projet qui tirent les leçons, mais on les tire ensemble. Et on a ceux qui étaient vraiment dans les difficultés les plus grandes, on a relancé une action avec eux. Et donc ça a consisté à louer un petit local 2 ou 3 après-midi par semaine et leur passer commande de produits artisanaux. Avec le soutien d'artisans qui ont parmi les mieux réussi et qui sont devenus chefs d'atelier dans le projet MMM, en les remettant autour de ces personnes-là. Et sur ces commandes, il y a l'enjeu de réussir à produire de A à Z. Durant cette évaluation, les gens de Madagascar étaient heureux d'échanger avec ceux du Guatemala et des Philippines et de découvrir tellement de choses qui ressemblaient à leur expérience. Un axe fort, c'est le non-abandon, de ne pas laisser des personnes derrière, à aller à la rencontre de personnes encore plus pauvres. Cette activité économique fait du sens si elle crée de la communauté, si elle crée du lien entre des personnes. Tous les projets qu'on mène, il y a des partenariats, on mène pas un projet tout seul. Ensuite, la question qui est devant nous, c'est la question du changement d'échelle. Comment mener des projets comme ça qui soient à la fois générateurs de biens communs, qui soient générateurs de revenus et en renforcement des liens de la communauté. On peut espérer que ça inspire d'autres. L'entrepreneuriat social, c'est vraiment un grand courant d'action qui se développe à travers le monde. C'est beaucoup dans des pays d'Asie du Sud où ça a commencé. Je pense à un projet au Kenya d'installation de toilettes dans des grands bidonvilles de Nairobi. C'est des toilettes payantes, mais ça permet aussi à des personnes en situation de pauvreté de tenir ces toilettes, qui soient propres, qui soient sûres, où il y a à la fois une usine de traitement des déchets, et donc on produit de l'engrais. Ce genre de projet-là, évidemment, il y a le questionnement, est-ce que les plus pauvres, ils vont pouvoir en bénéficier ? On a la conviction, on a l'expérience dans nos micro-projets que personne n'est inemployable. Mais est-ce qu'on peut essayer de faire ça à une échelle plus grande, avec quelques centaines de personnes ? Il y a du travail, mais simplement, il manque des compléments de financement pour pouvoir employer des personnes. Il y a des financements d'indemnisation du chômage. Si on se servait de ces financements pour compléter le montant obtenu par la production de ce travail, est-ce qu'on n'arriverait pas à permettre à des gens à qui aujourd'hui on ne propose jamais aucun emploi, de faire un travail utile. La loi d'expérimentation a été votée avec un consensus de la gauche, du centre et de la droite. Et donc, on est obligé de communiquer sur un projet dont on n'a pas les résultats, où on est simplement en train d'essayer ensemble avec une multitude de partenaires. Un deuxième défi, c'est trouver les bonnes conditions pour accueillir des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très très longtemps, des personnes qui ne croient pas forcément que c'est possible. Et là, on vient leur dire, quel travail pourriez-vous faire ? Et puis, la troisième condition, il faut qu'il y ait la mobilisation de tout un territoire. Pour aller rencontrer les personnes qui sont les plus découragées, il faut que dans le voisinage, un tel projet, on en fasse le bouche à oreille. Et puis on va produire du travail, on va faire des choses utiles. Est-ce que aussi dans le village, dans la ville, est-ce qu'on va acheter les produits ? ATD Quart Monde n'est pas le directeur de ce projet, mais il en est le créateur, le lanceur, et certainement un acteur référence pour son développement. C'est un projet sur lequel petit à petit s'est bâti un consensus. C'est une démarche aussi qui mobilise les élus. Ils voient dans leur permanence des personnes qui demandent un emploi, ils sont absolument sans réponse. C'est à la fois du côté des syndicats,
pour qui ce projet est extrêmement important parce qu'il casse la fatalité qu'on ne peut rien faire, mais également du côté des artisans, des petites entreprises où, une fois qu'on a bien regardé la question d'une concurrence qui serait déloyale et qu'on surveille ce point-là avec eux, trouvent que c'est absolument important et intéressant de proposer du travail. Dans les membres d'ATD Quart Monde, il y a vraiment des personnes qui ont des conceptions très très différentes de l'économie. S'interroger à partir de la priorité aux plus pauvres, mais ça oblige celui qui est dans une grande entreprise à s'interroger sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais des personnes qui peuvent être militants de la décroissance, ils peuvent aussi s'interroger sur la priorité aux plus pauvres. On peut tous, dans nos approches économiques, oublier les personnes qui ont la vie la plus difficile. Et si on arrive à bien développer un tel dialogue à l'intérieur d'ATD Quart Monde, je suis convaincu que ça nous permettra aussi de le développer de plus en plus à l'intérieur de tous ces courants d'action qui cherchent par des manières très différentes à changer la société et à changer l'économie.